Dis Camille, c'est quoi ce G? G désigne l'accélération ou l'intensité de la pesanteur. La pesanteur? Oui, le fait que tous les objets autour de nous ont un poids qui les attire vers la Terre. Mais et sur la Lune? La pesanteur existe aussi, mais elle y est 6 fois plus faible. Et la pesanteur avec un L apostrophe? Elle n'existe pas. Dans l'univers, on est toujours attiré par un astre quelconque. Il vaut mieux dire un pesanteur. Ah bon? Oui, l'absence apparente de pesanteur. Comme ici dans l'Airbus 0G. D'ailleurs, on parle plutôt de microgravité, car la valeur de G est alors très proche de 0. Mais en pratique, comment réaliser ce 0G? Il faut se placer dans un objet, un référentiel, qui tombe vers la Terre. C'est ce que font les satellites lorsqu'ils sont en orbite. Un avion qui tombe vers la Terre? Bien merci. Rassure-toi, les pilotes de l'Airbus maîtrisent parfaitement cet exercice. Une chute libre, pendant une vingtaine de secondes. Ils l'ont réalisé des milliers de fois. Mais comment? Tu sais qu'un avion en vol est soumis à 4 forces. Son poids, bien sûr, la poussée de ses moteurs, la portance qui permet la sustentation, et la traînée qui résiste à son avancement. À vitesse constante, ces 4 forces se compensent. Ah oui, le fameux principe d'inertie. En montée, le poids reste bien sûr vertical. La poussée doit augmenter et la portance reste toujours perpendiculaire à la trajectoire de l'avion. Mais de quoi dépend la portance? Elle dépend de la vitesse de l'avion, mais surtout de l'incidence. L'incidence? C'est-à-dire l'angle entre la trajectoire de l'avion, horizontale ici, et l'axe de son fuselage. En vol normal, l'incidence est positive. Et si l'incidence diminue, la portance diminue aussi. J'ai compris. Pour une incidence négative, le pilote doit pouvoir annuler la portance. Exact. Et s'il règle la poussée des moteurs, de manière à compenser la traînée, alors tout se passe comme si l'avion n'était plus soumis qu'à son poids. Il tombe comme un caillou lancé. Et sa trajectoire est une parabole. Oui, et comme au lancer de poids, pour que la trajectoire soit la plus longue possible, il faut lancer l'avion à environ 45 degrés. La chute dure alors 22 secondes. C'est ce temps que les scientifiques mettent à profit pour réaliser leur expérience. C'est court. Oui, c'est pourquoi un vol comporte une trentaine de paraboles successives. Et pendant la montée cabrée et la ressource? Là, on ressent l'hyperpesanteur. Le poids est presque multiplié par 2. Et les expériences à bord? Elle tentait de vérifier quelques lois physiques faisant intervenir la pesanteur, qu'on ne peut évidemment jamais faire varier en cours. Par exemple? La masse d'un corps est constante, mais que mesure une balance? Tu veux dire que son indication devrait rester constante? Logiquement oui, si elle mesure une masse. En fait, à cause des vibrations pendant le vol, tu peux constater que, alors que G varie, les indications sont complètement aléatoires. Mais quelle conclusion alors? Aucune. Là, je crois qu'on va être obligé de faire confiance aux profs de physique. Allez, disons qu'au sol, et immobile, notre balance affiche une masse. J'espère que les autres expériences ont mieux marché. Heureusement oui. Regarde le dynamomètre. Il va nous permettre de vérifier la relation P égale M fois G. L'intensité de la pesanteur terrestre vaut presque 10 newtons par kilogramme. On voit que la masse suspendue est soumise à une force de 0,5 newtons. À 1,8 G, soit 18 newtons par kilogramme,
le poids apparent est bien de 0,9 newton. Et à 0G, l'objet n'a plus de poids. Alors qu'il a toujours sa masse de 50 grammes. Tu peux vérifier avec d'autres valeurs de G. Ça marche. Maintenant, le pendule pesant. Notre pendule oscille en 1 seconde, comme on peut le vérifier avec le chronomètre placé derrière. Dès que la pesanteur augmente, les oscillations s'accélèrent. Oui, et en analysant le film image par image, chacune d'elles durant 40 millisecondes, on pourra vérifier si la période des oscillations du pendule est bien inversement proportionnelle à la racine carrée de G, comme prévoit la théorie. Et à 0G, comme la boule n'a plus de poids, le fil ne subit plus aucune tension. Mais pourquoi la boule a-t-elle ce mouvement désordonné? Parce qu'on est en microgravité, et pas en apesanteur. Elle subit donc des micro-accélérations. Oh, un dispositif plus compliqué. Non, le tube rempli de liquide rouge simule un vaisseau sanguin. Le pressiomètre de gauche mesure la pression dans la cabine de l'avion, donc la pression à la surface du liquide. Les deux autres nous donnent la pression en d'autres points du liquide. Oui, et on peut mesurer la profondeur grâce à l'échelle en centimètres. En première approximation, à 1 G, la pression augmente de 1 hectopascal chaque fois que l'on s'enfonce de 1 cm. Là encore, on va pouvoir vérifier si la variation de pression entre deux points du liquide est bien proportionnelle à l'intensité de la pesanteur. Et la dernière expérience? Elle est destinée à tester le fonctionnement d'un capteur de force combiné à un accéléromètre 3D. 3D? Oui, il enregistre simultanément la force qu'il subit
et les accélérations suivant 3 axes, et les stocks pour pouvoir les exploiter en classe par la suite. Force, accélération, ça n'aurait pas quelque chose à voir avec la deuxième loi de Newton? Gagné? Des capteurs suspendus et soumis à son propre poids apparent. La mesure de l'accélération devrait donc nous permettre de retrouver sa masse. Et c'est concluant? Tout à fait. Voilà l'enregistrement obtenu pendant la parabole. Manifestement, les variations de la force sont liées à celles de l'accélération. Oui, et en représentant la force en fonction de l'accélération, on peut facilement en déduire la valeur de la masse suspendue. On pourra utiliser ce capteur pour étudier d'autres mouvements? Bien sûr, d'autant qu'il peut aussi enregistrer les variations d'altitude. Voilà, Romain, si maintenant on déposait notre projet au CNES. Excellente idée, on s'y met tout de suite?